Imaginez un entraîneur qui coach une équipe nationale pendant 14 ans, qui l'amène en finale de Coupe du Monde 2 fois et qui lui offre un titre mondial, mais qui, malgré tout ça, se fait crucifier par la presse, les consultants et les supporters après chaque tournoi. Avouez que ça pourrait paraître bizarre, et pourtant c'est le quotidien de Didier Deschamps. Et en soi, c'est même pas nouveau pour lui. Déjà en 96, quand il était encore joueur, Éric Cantona l'avait défini en seulement 2 mots. Porteur d'eau, un surnom pour lui dire qu'il n'est pas un génie, ni un crack, mais juste quelqu'un d'utile. Et pourtant, ce simple porteur d'eau est devenu une légende du foot français. D'abord comme joueur, puis comme sélectionneur, il a marqué l'histoire, au point de devenir l'un des rares à avoir gagné la Coupe du Monde dans les 2 rôles. Car seuls 2 hommes ont fait comme lui, le Brésilien Zagallo et l'Allemand Beckenbauer. 2 icônes nationales adulées dans leur pays, alors que Deschamps, c'est un peu tout l'inverse. Jugé pour son style de jeu, sa communication ou ses choix de joueurs, il n'a jamais été flatté, jamais été encensé. C'est même devenu le coach qui a tout gagné, mais que la France a fini par détester. Alors pour comprendre Deschamps, faut d'abord revenir un peu en arrière, quand il était encore qu'un simple joueur. Et ce joueur justement, c'était déjà un paradoxe en lui-même. Formé au FC Nantes, il devient professionnel à 17 ans. 2 ans plus tard, à 19 ans à peine, il est déjà capitaine. Pourtant, c'est loin d'être un leader dans l'âme. Il est milieu défensif, pas très technique ni flamboyant, et c'est pas lui qui va faire basculer un match. Non, lui il se contente de récupérer les ballons, de jouer simple et d'organiser un peu le jeu. C'est le genre de mec que tu ne vois jamais, mais dont l'absence se fait ressentir direct. Et avec ce profil-là, il va accumuler un énorme palmarès. 2 fois champion de France avec l'OM, il soulève la Ligue des Champions 93 comme capitaine à 24 ans. Puis direction la Juve, où il va encore une fois tout rafler. 3 Serie A, une Coppa Italia et une autre Ligue des Champions en 96 contre l'Ajax. Au total, il joue 5 finales de LDC dans sa carrière. Mais malgré tous ces grands clubs et tous ces trophées, il a une étiquette qui lui colle à la peau. Et c'est Éric Cantona qui la décrira le mieux. Deschamps donne 100% de lui-même, mais il sera toujours un simple porteur d'eau. Des joueurs comme ça, on en trouve à tous les coins de rue. Cette formule, elle va le définir pendant des années, parce qu'elle le résume parfaitement. Deschamps, c'est celui qui gagne, mais pas celui qui fait rêver, celui qui est indispensable, mais pas celui qu'on aime. Et en équipe de France, ce sentiment est sensiblement le même. En 96, lorsque Aimé Jacquet lui confie le brassard de capitaine, il lui donne un rôle très précis. Être son prolongement sur le terrain, faire le lien entre le banc et le vestiaire, ne pas se contenter d'être un capitaine symbolique, mais tenir son rôle de patron opérationnel. Et sur le terrain, il va encore répondre présent. Le 12 juillet 98 au Stade de France, la France tape le Brésil 3-0. Zidane marque 2 fois, Petit finit le travail et Deschamps soulève la Coupe du Monde. Puis à l'Euro 2000, rebelote. En finale contre l'Italie, la France est menée 1-0 jusqu'à la 90e, mais Wiltord égalise dans les arrêts de jeu et en prolongation, Trezeguet inscrit le but en or à la 103e minute. La France est championne d'Europe, fait le doublé et Didier est une nouvelle fois couronné. Sauf qu'encore une fois, c'est pas lui la star de ciné. C'est soit Zidane, soit Henry, parfois Vieira, quelquefois De Sailly. Lui n'est jamais mis en avant, c'est juste le capitaine. Alors quand il raccroche les crampons, il veut entraîner. Toute sa carrière, il a été le mec de l'ombre, celui qui gagne pour les autres. En devenant coach, il veut voir si son influence tient encore sans Zidane, sans Del Piero, sans grande star pour le couvrir. Et pour ça, il commence loin des paillettes et du clinquant, sur un banc où personne ne l'attend vraiment, l'AS Monaco. Et d'entrée, c'est très compliqué pour Dédé. Il termine 15e en championnat, se sauve in extremis à la dernière journée. Pour beaucoup de coachs, ce premier bilan pourrait ressembler à une fin de carrière. Mais Deschamps, il en a vu d'autres, alors il reste. Il travaille, il reconstruit. Et la saison suivante, Monaco grimpe. Le club de la Principauté finit vice-champion de France, gagne la Coupe de la Ligue face à Sochaux et prépare une saison 2004 qui va rentrer dans l'histoire du foot français. Tout simplement. Parce que cette année-là, Monaco va vivre une vraie épopée en LDC. Emmenés par des Morientes, Juli ou Roten, ils vont d'abord démonter la Corogne 8-3 en poule. Puis en quart de finale, ils jouent le Real Madrid des Galactiques. Une équipe avec Zidane, Ronaldo, Figo ou Roberto Carlos. À l'aller et sans trop de surprise, Monaco perd 4-2. Mais il reste un match retour. Didier prépare donc un discours d'avant-match bien David Goggins, bien motivation Instagram. Résultat, les Monégasques sont galvanisés, viennent avec le couteau entre les dents et tapent le Real Madrid 3-1. Les Galactiques
sont dehors. En demi, c'est Chelsea que Monaco va sortir aussi. Résultat, à 35 ans et pour sa première expérience sur un banc, Deschamps envoie le club de la Principauté en finale de LDC. Alors certes, contre le Porto de Mourinho, les Monégasques font pas le poids et perdent 3-0, mais ce qu'il a accompli avec ce groupe reste un énorme exploit. Et forcément, ça laisse personne indifférent, car 2 ans plus tard, en 2006, c'est l'un de ses anciens clubs qui l'appelle, la Juventus de Turin. Et clairement, la vieille dame ne va pas bien. L'affaire du Calciopoli vient d'éclater, le club est rétrogradé en Série B et se prend 9 points de pénalité. La plupart des meilleurs joueurs vont s'en aller, c'est donc Deschamps qui hérite du chantier. Il commence avec 8 victoires en 9 matchs. Buffon se la coule douce dans ses cages et la Juve roule sur la Série B. En 1 an à peine, il a remis debout la vieille dame. Et en Europe, on commence à le voir comme le mec qu'on appelle pour régler des problèmes. Car justement, en 2009, un autre de ses anciens clubs va frapper à la porte. L'Olympique de Marseille. À son arrivée, l'OM galère, n'a rien gagné depuis des années. Deschamps débarque avec une mission simple, ramener Marseille au sommet. Et dès sa première saison, il fait ce que personne n'avait réussi depuis 93, offrir le titre de champion de France à l'OM. Puis il enchaîne avec 3 coupes de la Ligue consécutives, 2 trophées des champions et fait même un quart de finale de LDC contre le Bayern. 3 clubs différents, 3 passages réussis. Avec lui, c'est pas toujours flamboyant, mais avec du temps, ça marche tout le temps. Alors, quelques jours après son départ de l'OM, Noël Le Graët l'appelle. Le président de la Fédération Française de Foot est dans un énorme bourbier. Les Bleus sont au plus bas, les joueurs ont fait grève en Afrique du Sud et viennent de se faire sortir en quart de l'Euro 2012. Laurent Blanc a bien essayé de sauver la baraque, mais il faut démarrer un nouveau projet. Le Graët cherche donc un mec capable de tout reprendre de zéro, et Dédé semble être le candidat parfait. C'est pas le plus inventif tactiquement, pas le plus charismatique médiatiquement, mais il est solide, il sait gérer un vestiaire et les égos qui vont avec. Alors c'est bouclé, Deschamps devient le nouveau sélectionneur de l'équipe de France. Son premier objectif est simple, qualifier les Bleus au Mondial 2014. Sauf que la France se retrouve dans le même groupe de qualif que l'Espagne, championne du monde en titre. Les Bleus font le taf mais finissent logiquement derrière la Roja. Résultat, il faut passer par un barrage contre l'Ukraine. Et autant vous dire qu'au match aller à Kiev, ça va être la catastrophe. La France est apathique, sans rythme, sans idée, elle perd 2-0, se fait marcher dessus et rentre à Paris avec un pied dehors. Ce soir-là, toute l'équipe prend pour son grade. Mais il y a un homme au cœur des débats, c'est Samir Nasri, l'un des meilleurs milieux français dans une énorme saison avec Manchester City, mais aussi un mec avec une réputation de joueur compliqué, en conflit permanent avec la presse depuis le dernier Euro. À Kiev, c'était sa 41e sélection avec l'équipe de France, et ce sera surtout sa dernière. Entre l'aller et le retour, Deschamps prend sa première grosse décision. Il sort Nasri. Il ne donnera jamais une vraie explication, il a juste tranché. Point. Quelques jours plus tard, au Stade de France, c'est le match retour. Jamais une équipe n'a remonté 2 buts en barrage retour de Coupe du Monde. Alors Didier change tout. Il modifie son système, refait son 11 et met une équipe pour attaquer. Les Bleus jouent haut, le stade pousse et le 11 presse. Sakho ouvre le score, puis Benzema égalise sur l'ensemble des 2 matchs. Avant que Sakho ne remette ça. 3-0 score final, la France est qualifiée pour le mondial. Pour la première fois depuis des années, quelque chose vient de se créer avec le public. Deschamps vient de poser les premières briques et a aussi fait ses premiers choix difficiles. Maintenant, c'est à lui de les assumer lors du mondial qui arrive. Parce qu'une remontada contre l'Ukraine, c'est bien, mais ça reste un barrage. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu fais en phase finale. Et au Brésil, Deschamps va commencer à valider son projet. La phase de groupe est maîtrisée. Domination contre le Honduras, grosse victoire contre la Suisse, gestion assez tranquille contre l'Équateur. En 8e, les Bleus font le travail contre le Nigeria. Mais en quart, la marche est trop haute face à l'Allemagne. Hummels marque de la tête et la France rentre à la maison contre les futurs champions du monde. Mais au global, le tournoi est plutôt réussi. Benzema et Valbuena ont pris de l'épaisseur et des joueurs comme Griezmann, Varane ou Pogba se sont révélés. L'avenir est donc assez prometteur. Sauf qu'en novembre 2015, tout va basculer. Karim Benzema est mis en examen dans l'affaire de la sextape de Valbuena et Deschamps se retrouve obligé de l'écarter. Lui dit que c'est un choix sportif lié au contexte judiciaire.
Mais une grande partie de l'opinion publique n'y croit pas. Pour eux, quelque chose s'est cassé entre les deux. Et un an plus tard, à quelques semaines de l'Euro, Benzema lâche la bombe dans Marca. Deschamps a cédé à la pression d'une partie raciste de la France. Pour Deschamps, c'est une vraie gifle. Il porte plainte, se défend, mais le mal est fait. L'affaire Benzema devient le dossier qui le suivra jusqu'à la fin de son mandat. Sans Karim, la France entre donc dans son Euro à domicile et sans surprise, elle réalise un début de tournoi assez poussif. La phase de groupe est tendue, les matchs sont gagnés à l'arrache et en 8e, l'Irlande est même devant au score et la France galère à se mettre dans le rythme. Il faut un doublé de Griezmann pour sauver la patrie. Libérés, les Bleus enchaînent contre l'Islande, puis contre l'Allemagne où Griezmann consolide son statut de meilleur joueur du tournoi. Puis arrive la finale de cet Euro 2016. La France affronte le Portugal de Ronaldo et part clairement favorite. En plus, CR7 se blesse au bout de 25 minutes, tout le monde se dit que ça va le faire. Les Bleus dominent, ont des occasions de partout, sauf que rien ne rentre. Et vu que dominer n'est pas gagné, à la 109e minute, Eder frappe de loin, le ballon rentre, 1-0 score final, le Portugal est champion d'Europe. La déception est forcément immense et c'est à ce moment-là que les premières critiques contre Deschamps arrivent vraiment. L'équipe reste frileuse, inégale et souvent ennuyeuse. Les résultats sont là, la génération est excellente, mais il manque ce petit truc. Ce supplément d'âme. Alors, pour la Coupe du Monde en Russie, Deschamps arrive avec une équipe prête pour gagner. Varane est un monstre au Real Madrid, Griezmann et Pogba sont au top, Matuidi récupère tous les ballons et les Bleus ont accueilli un petit nouveau, un certain Kylian Mbappé. Mais même avec tout ce matos, la phase de groupe est assez laborieuse. Le premier match contre l'Australie est poussif, le deuxième contre le Pérou est tendu et le troisième contre le Danemark est une énorme purge. L'équipe ne joue pas bien, Deschamps est un peu frileux, mais il se tient à son plan. Et en 8e, ça va payer. Contre l'Argentine, Mbappé bat des records de 100 mètres, Pavard envoie sa frappe de bâtard, la France file en quart, puis tape l'Uruguay, reste solide contre la Belgique et se retrouve en finale du mondial. 20 ans après l'avoir gagné comme joueur, Deschamps peut gagner une nouvelle Coupe du Monde, mais cette fois comme entraîneur. Contre la Croatie de Mandzukic, Perisic et Modric, la France ouvre le score sur un bon coup de patte de Grisou, mais Perisic égalise quelques minutes plus tard, avant que Grisou encore lui transforme un péno. Juste avant la mi-temps, les Bleus ont fait le plus dur. Pogba donne de la marge au retour des vestiaires, puis Mbappé finit le travail. 4-2 score final, la France est championne du monde. Et mine de rien, Deschamps rentre un peu plus dans l'histoire. Il devient seulement le 3e homme de l'histoire à gagner une Coupe du Monde comme joueur et comme entraîneur après Zagallo et Beckenbauer. À ce moment-là, il est tout en haut. Normalement, il peut s'arrêter là, partir en héros. Mais Deschamps, lui, il continue. Il garde la même ligne directrice, un noyau de cadre et un plan de jeu clair. Sauf qu'il a un dossier qui est ressorti de sous le tapis, ce bon vieux Karim Benzema. L'attaquant explose tout avec le Real, enchaîne les grosses saisons et se rapproche du Ballon d'Or. Alors forcément, à chaque nouvelle liste, c'est la même question. Pourquoi Benzema n'est pas là? Pendant des années, Didier tient bon, et puis juste avant l'Euro 2020, il finit par céder. Karim est littéralement en feu, le temps a passé et c'est le moment de passer à autre chose. Sur le papier, la France arrive donc avec un trio Griezmann, Mbappé, Benzema assez effrayant. Et vu le groupe de la mort avec l'Allemagne et le Portugal, ça va être utile. Les Bleus s'en sortent, terminent premier de leur groupe et en 8e, ils tombent sur la Suisse. À première vue, pas l'adversaire le plus dangereux du plateau. Et au bout de 80 minutes, la bande ADD mène tranquillement 3-1. Sauf que là, de manière assez inexplicable, elle va s'écrouler. Seferovic réduit le score, puis Gavranovic égalise. 3-3, score final, la France se retrouve à jouer une séance de tir au but qu'elle n'avait pas du tout prévue. Et au bout de la nuit, Mbappé se présente face à Sommer, s'élance, c'est raté. Les Bleus sont éliminés. Et à ce moment-là, on va pas se mentir, le choc, il est brutal. C'est la première vraie sortie de route depuis longtemps. Dans les médias, que ce soit Roten, Riolo ou Dugarry, presque tout le monde réclame la tête de Deschamps. Pour beaucoup, c'est la fin du cycle. Il est là depuis 9 ans, il a gagné ce qu'il devait gagner. Maintenant, il faut du changement. Mais ce changement, c'est pas pour maintenant. La FFF le maintient, lui redonne les clés et Dédé repart au combat comme si de rien n'était. Quelques mois plus tard, il gagne même la Ligue des Nations contre l'Espagne. Une petite coupe certes, mais qui fait passer un message. Le vestiaire est encore derrière lui. Et c'est avec ce mélange assez bizarre de méfiance à l'extérieur et de confiance à l'intérieur qui va se présenter au mondial au Qatar. Un mondial qui va être
très compliqué à préparer. Déjà parce que pas mal de cadres sont blessés comme Pogba, Nkunku, Kanté, et ensuite parce que Benzema, ballon d'or en titre, se blesse 48 heures avant le premier match. Pas idéal pour rentrer en lice, car d'un côté, certains affirment que Benzema est vraiment blessé, quand d'autres déclarent que c'est certains joueurs des Bleus qui ne voulaient plus de lui. Au final, le Madrilène rentre chez lui et Deschamps va faire du Deschamps. Il donne les clés à Lloris derrière, Griezmann en meneur, Giroud en point de fixation et Mbappé en leader. Et globalement, ça marche encore, hein. La France sort première de son groupe, en 8e, elle fait le boulot contre la Pologne, en quart, elle souffre mais elle élimine l'Angleterre, et en demi, elle gère le Maroc sans trop de soucis. Résultat, comme en 2018, la bande ADD se retrouve encore en finale de Coupe du Monde. 2 finales consécutives avec une équipe diminuée et un ballon d'or absent, sur le papier, c'est déjà énorme. Mais sur le terrain, en face, c'est l'Argentine de Messi, et pendant 70 minutes, c'est un carnage. Les Bleus ne jouent pas, ne courent pas, ne gagnent pas un duel, l'Argentine mène 2-0, domine dans tous les domaines, la France, elle, passe complètement à côté jusqu'à la 80e minute. Sur une action anodine, Kolo Muani obtient un penalty et Mbappé relance le match. 1 minute plus tard, Thuram transmet à Kylian qui envoie une reprise de volée. Le match a basculé. On est à 2-2 et on part vers les prolongations. À la 108e, Messi reprend un ballon qui traîne. Mais à la 118e, Mbappé égalise encore sur péno, plante un triplé et envoie les Bleus en séance de tir au but. Inexistante pendant plus d'1 heure, c'est presque un miracle qu'ils en soient arrivés là. Mais ce qui devait arriver, arriva. Lloris n'est pas très bon sur cet exercice, les Argentins n'en loupent aucun, et Messi soulève le trophée. Le constat est donc assez amer. Oui, le scénario est dingue, oui, Mbappé fait une finale de zinzin, mais pendant 70 minutes, la France s'est fait marcher dessus. Pour beaucoup, cette finale résume parfaitement les limites de Deschamps. Une équipe qui subit, qui réagit trop tard et qui s'en remet à ses stars. Et c'est globalement à ce moment-là que tout le monde pense qu'il va partir. Ça fait 10 ans qu'il est là, l'équipe sort d'une finale de mondial perdue et d'un 8e à l'Euro. Il est peut-être temps de passer la main et de démarrer un nouveau cycle. Mais non, un peu contre la tendance, Le Graët le prolonge jusqu'en 2026 pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Et honnêtement, il n'y a pas grand monde qui comprend. Pourquoi s'entêter avec un coach à court d'idées et qui semble dépassé, surtout quand on sait que Zidane était dispo pour la suite. Le choix est bizarre et va continuer à être remis en cause lors de l'Euro. Parce qu'en Allemagne, les Bleus font peut-être le pire tournoi de l'ère Deschamps. Sans tactique, sans fond de jeu, l'équipe se fait balader. Elle ne marque que 2 petits buts en phase de groupe, les matchs sont ultra chiants à voir. Et quand on lui demande son avis, Dédé s'énerve et répond « Si les gens n'aiment pas ce qu'ils voient, ils ont qu'à changer de chaîne ». La phrase fait évidemment le tour des réseaux sociaux et elle résume l'état d'esprit général. La France gagne, mais les gens en ont marre de la voir gagner comme ça. La rupture est presque totale entre Didier et une partie du public. Lui assume son style, mais les supporters n'en peuvent plus de subir. L'élimination en demi contre l'Espagne est même vécue comme une sorte de soulagement. Soulagement parce qu'on n'aura pas à subir ce jeu plus longtemps. Et soulagement aussi parce que Didier devrait s'en aller. Griezmann, le joueur le plus utilisé de son ère, prend sa retraite de l'EDF, le symbole de la fin d'une période, d'une époque, d'une équipe. C'est donc dans ce contexte que Deschamps prend la parole sur TF1 et annonce son départ après le mondial de cet été. Et quand on fait son bilan, il est monstrueux. 177 matchs, 115 victoires, une finale d'Euro, 2 finales de Coupe du Monde, une Ligue des Nations et une 2e étoile sur le maillot. C'est tout simplement le meilleur bilan de l'histoire d'un sélectionneur français. Alors certes, il a eu ses défauts. On lui a reproché de ne pas avoir le jeu de Guardiola. On lui a reproché sa gestion de Nasri ou de Benzema. On lui a reproché ses conférences de presse, ses choix, ses méthodes. Mais pendant que tout le monde lui reprochait tout ça, Deschamps a fait une chose que pas grand monde n'a remarqué, il tenait le vestiaire avec les polémiques, les finales perdues ou les matchs ratés. Il tenait avec une presse qui voulait sa tête pendant 10 ans. En 2012, lorsqu'il arrive à la tête de l'équipe de France, il récupère une équipe encore à l'agonie. Plus d'une décennie après, il peut la laisser sur le toit du monde. Le tout sans jamais faire de bruit, sans jamais changer sa façon de fonctionner. Dans 20 ans, quand on regardera en arrière, on réalisera ce qu'on avait. Un coach qui a tout gagné et que la France n'a pas réussi à remercier.
Voilà, c'était une petite vidéo sur notre bon vieux DD national et j'espère qu'elle vous a plu. Alors pour vous, Didier mérite plus de reconnaissance ou les critiques sont justifiées? Dites-moi tout ça en commentaire. Sinon pour info, mes vidéos sont maintenant disponibles en podcast. Donc pour ceux qui veulent écouter dans la voiture ou à la salle, vous pouvez y aller. Et aussi, petit rappel, si vous voulez suivre l'actu foot, chaque lundi matin j'envoie un mail qui résume toute l'actu de la semaine. Le lien est dans la description, c'est gratuit. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bisous.